Les Los Angeles Clippers qui enfin, pendant cette post-saison dernière, ces derniers playoffs, réussissaient à atteindre la finale de conférence. Hello la team, mon avis sur chacune de ces équipes. Alors peut-être n'a-t-il pas encore répondu, ou peut-être est-ce à dessein. Merci Val pour cet avis. Les Clippers donc qui, après 50 ans, connaissaient enfin le succès et les finales de conférence. Et surtout sans Kawhi Leonard et après avoir été menés 2-0 contre le Jazz. Les Clippers qui, je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs, et je ne sais pas ce que vous en pensez, enfin si, je sais ce que tu en penses Jordan et tu vas pouvoir peut-être rebondir, montraient vraiment des signes positifs dans cette défaite malgré tout, mais cette arrivée en finale de conférence et cette défaite contre les Suns en finale de conférence avec voilà, une défaite mais dans la forme. Les Clippers étaient vraiment vaillants, avaient semblé avoir trouvé un esprit de groupe, pardon. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de cette fin de saison des Clippers, toi fan des Lakers, qui sera malgré tout positif là-dessus et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est vraiment une bonne fin de saison des Clippers. On en parlait en off il y a quelques minutes déjà. On parlait de cette fin de saison, de cette dynamique des Clippers. On va dire que dans leur malheur, ils ont trouvé un bonheur de créer un beau groupe, je pense. Ils ont perdu en 6, c'est ça, contre les futurs finalistes. C'est ça. Mais je pense que dans cette défaite, ils ont préparé l'année qui arrive, la saison régulière dont on va parler. Ils sont préparés à la vie sans Kawhi. Ils ont vu quelques joueurs qui soit se sont réveillés, soit se sont montrés. On va en parler aussi un peu plus dans le détail plus tard. Mais ouais, pour moi, ça a été une très belle surprise. Bon, en tant que fan des Lakers, bien sûr que ça m'a pas fait plaisir. Mais après, c'est une petite pique à Clippers France aussi. Mais je pense que vraiment, les fans des Clippers et de NBA en général, ils ont dû être ravis de voir ce groupe-là se transcender, parce on peut dire ça. Et aussi, on peut aussi directement parler de Paul George qui a assumé son rôle pendant l'absence de Kawhi. Alors que moi, franchement, après la blessure de Kawhi, je pensais que c'était fini, plié. On rentre à la maison, c'est terminé. Mais non, ils ne se sont pas laissés avoir. Donc je pense que ça a été très 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 positif pour cette équipe. Même si, comme je te disais en off, à mon avis, ils auraient préféré avoir Kawhi en bonne santé et aller jusqu'au bout, bien sûr, en finale pour la première fois. Mais au final, voilà, je pense que contrairement à la défaite d'il y a 2 ans contre les Nuggets, Ouais. ils ont su créer un groupe assez solide et je pense que ça va leur servir. Alors bien sûr, on va le voir plus tard dans la preview, est-ce que ça va suffire l'an prochain avec la blessure de Kawhi? Ça m'étonnerait, mais franchement, pour le futur proche de la franchise, c'est une très bonne nouvelle, quoi. Ouais, tout à fait d'accord. Et puis tu fais bien de mentionner voilà, la défaite face aux Nuggets. Alors non pas parce que voilà, j'y tiens en tant que fan des Nuggets, mais surtout parce que c'est vrai qu'il y avait une vraie différence de dynamique où on les croyait voilà, vraiment enfin on les voyait plus vraiment. On avait de gros doutes en tout cas quant à leur capacité d'être un contender pour le titre au vu de l'alchimie d'équipe qui avait l'air totalement détruite et pour ne pas dire totalement absente. Là il y a vraiment eu un esprit de groupe autour de ces Clippers avec cette absence, cette blessure de Kawhi et comme tu le dis, il y a eu pas mal de personnes, de joueurs transcendés. On va y revenir là-dessus pour voir si c'est viable un peu plus longtemps, parce que globalement avec la blessure de Kawhi, il va falloir que ce collectif remonte son meilleur visage, que Paul George reste sur cette lancée, en fait, cette dynamique positive où il a dû step up en l'absence de Kawhi. Et puis compter sur voilà, les quelques résurrections de certains joueurs. On pense à Nicolas Batum, on pense à Reggie Jackson, mais on va en reparler tout de suite, juste après en fait le in and out de l'équipe, alors que Cham Général nous rejoint dans le chat. Bonjour à toi, bienvenue, installe-toi confortablement, n'hésite pas à nous dire si tout va bien dans le live et puis à nous faire part de tes réflexions quant à ces Clippers. Alors avant qu'on attaque les Suns,
et le Jazz. Le in and out donc de ces Los Angeles Clippers. On va descendre un petit peu dans la preview pour voir les départs, les arrivées de cet été. On va le voir, des choses intéressantes, des paris intéressants, mais qui ne sont pas sans risque, hein, comme leur... par essence, on verra qu'il y a forcément du risque dans ces paris-là. Les départs de Patrick Beverley, de Rajon Rondo, de Daniel Oturu, de Yogi Ferrell. Départ de Patrick Beverley qui était le dernier, un petit peu le dernier visage de ces Clippers de la bulle et de ces Clippers un petit peu, comment dire... polémique, hein, qui était très grande gueule. Patrick Beverley qui dans le jeu c'est vrai a été très décrié, certainement à raison, notamment parce qu'il criait plus qu'il ne défendait réellement ou donnait peut-être une impression de défense plus agressive qu'elle n'était efficace. Étant un vieux, j'ai connu les Clips des années 90, j'avais tendance à les considérer comme les ultimes losers, donc surpris la saison dernière, nous dit Cham Général. Effectivement, on le voit bien, hein, à quel point ça a créé la surprise, et je pense que tu n'es pas du tout le seul, hein, à avoir pu voir cette surprise-là, enfin à être surpris par ces Clippers-là plutôt. Patrick Beverley qui part donc, Rajon Rondo également, deux pertes à la main qui devraient être comblées par Eric Bledsoe. Et Justice Winslow. Alors, on parlait de Paris tout à l'heure, on va en reparler, mais c'est clairement deux joueurs qui sont sur une pente plutôt descendante, et donc il va falloir pour les Clippers réussir à les faire revivre. Alors que Lag Iverson vient de nous suivre, ou Lag Iverson, je ne sais pas comment on le prononce, tu me diras dans le chat. Bienvenue à toi, merci pour ton follow, installe-toi confortablement, n'hésite pas à partager tout ce que tu pourrais savoir sur ces équipes dans le chat. Encore une fois, on fera remonter tous les messages. Et puis, à côté de ça, il y avait trois rookies, Keon Johnson, Brandon Boston Jr. et Jason Preston. Alors je ne sais pas, parce qu'on n'a pas eu le temps à cause des problèmes techniques de vraiment... pouvoir se faire un petit brief avant, et puis Cam est un petit peu notre surprise de ce mini, notre agréable surprise puisqu'il nous a rejoint. Cam, est-ce que tu veux, je sais que toi tu es plutôt tu suis un petit peu les jeunes prospects, est-ce que c'est des noms qui t'intéressent, qui ont su un peu, que tu as pu suivre un petit peu, ou sur lesquels tu as des choses à dire, ces trois rookies des Clippers? Bon, alors honnêtement, je vais pas inventer l'eau chaude. C'est pas forcément les rookies que j'ai suivi le plus. Après, ils ont l'avantage en fait de combler des manques, on va dire, assez précis dans l'équipe récemment. Donc c'est à la fois du scoring et du playmaking surtout. Parce que, comment dire ça? C'est pas parce que Rajon Rondo était le meilleur passeur l'année dernière, pardon, que ça cachait pas le fait que cette équipe-là en fait avait des problèmes de circulation de balles, camouflé par le fait que tu as Kawhi et Paul George qui portaient énormément de ballons et qui faisaient des très bonnes passes et comment ça s'appelle? Mais en dehors de ça, l'équipe, voilà, comment dire? C'est une draft en fait d'une équipe contender qui va chercher des profils précis et pas forcément du potentiel. Après ça, on en reparlera un peu, mais il y a les profils de Winslow et Bledsoe qui sont Ouais, maintenant des joueurs planchers. On peut on plus parler de va potentiel ou de futur T'inquiète All-Star. pas, on va y venir à l'instant. Ouais, pour juste donner un mot sur chaque rookie, Keon Johnson est attendu comme un très gros défenseur, vraiment Voilà, un très exactement. très gros défenseur sur les lignes arrière, avec malgré tout encore beaucoup de travail en attaque. Donc ça pourrait être à terme peut-être un trendy intéressant pour ces Clippers. Malgré tout, voilà, pour cette saison, il va falloir vraiment le polir en attaque, et pour même peut-être encore quelques-uns. Brandon Boston Jr. était un ailier très coté à sa sortie du lycée, et De qui a... Kentucky, ouais. Ouais, voilà, merci. Très bonne précision. Bah, excuse-moi, désolé. Bah, en fait, j'en ai parlé du coup en parlant de la saison catastrophique de Kentucky cette année. Très gros potentiel, mais contexte affreux à Kentucky pour se développer. Faiblesse au shoot, faiblesse en défense, faiblesse en attaque tout court. Et voilà, ça n'a pas été une saison simple pour lui. Dans le tas, il perd un de ses meilleurs amis d'un terrible accident pendant cette saison-là. Mais à côté de ça, ça reste un profil intéressant. C'est un physique taillé pour l'NBA, poste 2, poste 3. Le chantier est beaucoup plus colossal qu'annoncé, mais voilà, c'est par contre, comment dire, en NBA, il va falloir lui trouver un rôle et qui se trouve un rôle. Mais pour une équipe comme les Clippers, ça permet de préparer un peu l'avenir parce que mine de rien, c'est pas une équipe qui a une timeline sûre.
mais je sais pas quel rôle et quelle importance et quel temps de jeu tu peux lui donner en NBA quoi, actuellement. Ouais, non, mais de C'est un toute peu flou. façon, là, on sera d'accord pour dire que voilà, on le dit pour le potentiel de développement de cette saison dans la seconde unit et voir à moyen terme. Après, pour des équipes championnes comme ça qui ont beaucoup de cap space pris, ça peut être intéressant à moyen terme, voilà, d'avoir des joueurs qui ne coûtent pas trop cher, voilà, dans 2-3 saisons et qui peuvent potentiellement apporter. Jason Preston, enfin, le dernier des trois, est un meneur assez grand qui brille surtout par son mental, sa capacité de playmaking, son QI basket. Il a un petit peu de toucher, un petit peu de shoot aussi. Néanmoins, rien d'élite. Et puis, il paye vraiment un physique difficile. Enfin, il est pas du tout NBA ready physiquement. Et puis, en défense, c'est peut-être un petit peu compliqué. Sa main gauche, pareil. Bref, peut-être un role player pour la suite. Mais c'est vrai que Xavier Stuff dans notre preview nous parlait un petit peu de ces trois jeunes à développer. Ça va malgré tout, voilà, je voulais le mentionner quand même pour être un petit peu exhaustif, ça va malgré tout devoir s'inscrire dans le moyen terme, moyen long terme, et si Keon Johnson a vraiment, je pense, un potentiel de trendy, pour les deux autres, la place NBA risque d'être quand même nécessiter beaucoup de travail, mais on peut venir vraiment tout de suite surtout à notre point qu'on vous a teasé depuis le début, ce qui nous semble le plus important pour ces Clippers cette saison. Ça va être à la fois un certain nombre de paris, qu'un certain nombre de paris puissent se révéler payants, et puis toutes les interrogations qu'ils soulèvent. Alors on parlait tout à l'heure des résurrections de Nicolas Batum, de Reggie Jackson, et il y aura le pari Bledsoe, le pari Winslow, des joueurs, autant de joueurs en fait, voilà, qui alors pour Nicolas Batum, sa résurrection semblait plutôt bien actée. Je sais pas ce que t'en pensais toi, Jordan. Tu me disais quand même que tu t'étais assez d'accord pour dire que ouais, il avait fait quand même plutôt une bonne saison dans un rôle de trendy. Ouais, on en parlait en off déjà de Batum. Je pense que son retour a été très très remarqué du côté des Clippers. Retour sur le devant de la scène, il a commencé dans le 5 quelques fois. Comme tu dis, parfait dans son rôle de 3&D. Du côté on parlait de Jackson aussi, c'est ça? Ouais, Reggie Jackson, bien Jackson, sûr. lui, pour lui, on va dire qu'il il a connu sa renaissance en playoff. Donc très très tardivement dans la saison l'an dernier. Mais au meilleur moment. Mais il a vachement apporté, comme tu disais, à 3 points. Il était inarrêtable, il était insupportable pour les adversaires et pour les fans des Lakers comme moi. Euh, À voir, comme tu dis, ça va être maintenant dès la saison régulière prochaine si ces joueurs-là vont être réguliers, si ça va suivre, surtout Jackson. Je pense que Batum, lui, dans son rôle en sortie de banc, il va quoi qu'il en soit apporter tu sais, sa défense, sa vista, ses petits 3 points de temps en temps, tu vois. Ouais. Mais Jackson, est-ce que lui, il va rester dans cette dynamique-là? Est-ce qu'il va rester aussi efficace? Je me pose la question. Je me souviens des c'est crises ça. de nerfs de Clippers France sur Twitter lors des matchs des Clippers à propos de Jackson. Voilà, c'est la question. Après, tu parlais des recrues Ouais, principales, peut-être c'est ça? Ah, excuse-moi. non, On non, peut pas de demander souci, à pas de Cam souci. peut-être? Pas de souci. Avant de parler de Bledsoe et Winslow, Cam pourra vraiment nous parler plus extensivement, surtout de Winslow. Avant de dire ça, ouais, moi mon interrogation, c'est qu'effectivement en l'absence de Kawhi, on sait que ce groupe va devoir step up. Nicolas Batum, s'il reste sur ces standards-là, ce sera vraiment un ajout sûr et une valeur sûre. Alors que Monsieur Capello nous rejoint. Bienvenue Monsieur Capello, incroyable pseudo. N'hésite pas, voilà, dans le chat à nous faire part de tes avis, de tes remarques. On les partagera à l'antenne, bien sûr. Oui, si Nicolas Batum reste dans cette forme-là et dans ce qu'il a pu apporter à ses Clippers, ce sera forcément un bon ajout. Reggie Jackson, pareil, surtout par rapport à ses playoffs derniers. Maintenant, c'est deux joueurs qui, pour moi, ont toujours brillé par leur inconstance, malgré tout. Et donc, est-ce qu'on peut attendre d'eux, est-ce qu'on peut légitimement attendre d'eux qu'ils puissent maintenir ces niveaux-là sur toute une saison régulière? Je suis pas totalement sûr. Encore plus pour peut-être Nicolas Batum qui, si la saison dernière sortait aussi un petit peu du banc et donc pouvait être ménagé, maintenant avec l'absence de Kawhi, on va le voir sur le poste 4, il n'y a pas forcément énormément de monde.
ça veut dire que il va devoir être titulaire, ça veut dire un temps de jeu plus élevé. Est-ce que c'est viable encore à son âge sur toute une saison régulière? Est-ce qu'ils l'ont vu en tant que titulaire? Je crois pas, hein, dans le. Bah, dans après, le moi, 5. ma question, c'est qui, Moi, je qui pense tu qu'il mets je en pense qu'il va titulaire sinon? peut-être, il va peut-être démarrer des matchs en tant que titulaire, mais il me semblait pas que j'avais lu ça, tu vois, Parce à que propos de bah, Batum moi titulaire. non mais moi ne pas le mettre en titulaire, pourquoi pas. Après ce serait vraiment s'éloigner de la. Voilà, ce qu'il peut faire, c'est mettre Serge Ibaka en 4 et Ivica Zubac en 5 pour un 5 de plus grande taille et plus classique. C'est vrai qu'ils nous ont habitués à jouer plutôt small ball, les Clippers. Et d'ailleurs dans notre preview, et je fais un petit hommage à Steph qui écrivait la preview, il y a tout un passage sur l'aspect small ball des Clippers, ainsi qu'un article qu'il avait écrit juste après, pendant l'été, je pense, juste après les playoffs, que je vous invite à aller lire. Et d'ailleurs je vais le mettre dans le chat pour voir un petit peu l'identité de jeu de ces Clippers avec Kawhi et leur aspect small ball musclé, comme il le dit très bien. C'est vrai qu'ils peuvent revenir dans un 5 peut-être plus classique. Peut-être ça pourra offrir à Paul George des drives, des voies de drive un petit peu plus simples à négocier en ayant Ivica Zubac et Ibaka sur les écrans sur le pick and roll. Donc mais de toute façon il y a des débats sur le 5 majeur, hein, c'est pour ça aussi sur le 5 majeur, ça va, je pense qu'il va changer selon les performances de certains players, surtout Eric Bledsoe, vu que c'est un des paris de l'équipe. Mais je crois que la place de Zubac en titulaire, elle est quasiment actée de ce que j'avais lu. Très bien. Et le 5, ça serait quelque chose comme Jackson, Bledsoe, George. Et après, je crois qu'ils voulaient garder Batum et Terrence Mann sur le banc et avoir Maurice qui start. Ouais, bah, c'est vrai Donc qu'en 4, ça voilà. peut être une option aussi, tu vois. En 4, pour ils le ont banc, Justin avoir, Winslow, Harry Gill, on peut le considérer 4 ou 5, Marcus Morris, Ouais. donc Marcus Morris peut stater également. L'Ultra Small Ball avait fait Ouais. mal au Jazz en playoff, mais est-ce qu'en SR, ils vont pas revenir à Ouais. du plus classique? Oui, c'est un peu la question que je viens de poser. Mais moi, mon autre question, en me disant qu'ils peuvent repartir sur du classique, avec peut-être Marcus Morris en 4 ou Serge Ibaka en 4 et Ivica Zubac en 5, c'est Ibaka. Il a été beaucoup blessé la saison dernière, notamment une blessure au dos dont il s'est fait opérer cet été. Il a 32 ans. Une blessure au dos pour un intérieur à 32 ans, c'est pour moi un petit peu inquiétant. Est-ce qu'il va pouvoir revenir à son niveau? On a vraiment loué, à peu près tout le monde était convaincu du bien fondé de ce mouvement et de ce fit avec les Clippers Ibaka. Mais c'est vrai que on l'a pas encore vu, et à quel niveau il va revenir de ses blessures. Ce genre de blessure à son âge pour un intérieur, c'est difficile. Donc à voir. Cham Général nous dit: je pense même que Hartenstein puisse avoir son mot à dire dans le 5. Alors il a fait une très bonne pré-saison, un petit peu comme l'année dernière chez les Nuggets. Alors moi alors que d'ailleurs je vois seulement maintenant que j'ai pas le bon mot en dessous de ma caméra. On va changer ça, excusez-moi. Je ne suis pas Jérémy, je ne suis pas encore le boss, hein. Oui, non, Hartenstein, le problème, moi, en SR, qui posait avec les Nuggets, c'est qu'il prenait à peu près 15 fautes en 2 minutes. Donc j'espère pour lui qu'il pourra ne pas lui subir ce problème de faute. Mais effectivement, Hartenstein est très en vue chez les Clippers, et tu fais très bien de le préciser, Cham Général. Il a vraiment une belle cote et pourrait du coup peut-être disputer des minutes. Donc vous le voyez, un 5 comme small ball, qu'on a mis en avant de manière small ball pour pouvoir un petit peu en parler dans la preview, mais effectivement un 5 qui pourrait être très différent en saison régulière, comme l'ont bien dit Julien dans le chat, et qui pourrait redevenir un petit peu plus classique. Sur les lignes arrière, on parlait d'Eric Bledsoe. Tu me disais, Eric Bledsoe est sans doute peut-être titulaire à côté de Reggie Jackson. Est-ce que Bledsoe, tout simplement, il sort de peut-être la pire saison de sa carrière?
dans un contexte où peut-être il était désintéressé. En tout cas, il a l'air d'être sur la pente descendante. Alors ça reste un upgrade potentiel par rapport à Patrick Beverley. C'est vrai qu'il donne des garanties offensives un peu meilleures, tout en maintenant un bon niveau défensif, mais malgré tout, est-ce qu'on y croit à ce fit de Bledsoe? Est-ce qu'il n'est pas vraiment sur la pente descendante? Est-ce qu'on croit à une résurrection un peu à l'image de Batum l'année dernière, un peu à l'image de Reggie Jackson en playoff? Est-ce que c'est viable? Qu'est-ce que vous en pensez? Cam, Jordan, je sais pas qui veut prendre la parole, vous me dites. Bah, allez, si tu veux. Vas-y, je te laisse la parole, Cam, j'ai parlé tout à l'heure. Donc, Quel honneur de parler de Bledsoe. Non, après, avant ça, on va parler de sa saison aux Pels. Ben, il arrive dans un rôle de second meneur, premier arrière à côté de Lonzo Ball. Ça prend pas parce que il a pas envie, parce qu'autour de lui, ça défend affreusement mal. Donc, pourquoi t'impliquer quand en fait, il suffit que le mec à côté passe l'épaule et il va au drive. Et au-delà de ça, en fait, sa ligne de stats, c'est quoi? C'est les 15 points, 5 rebonds, 5 passes. C'est. De toute façon, les Bucks ont fait un pari gagnant en les changeant, mais après, je pense pas que tu puisses. Il faut pas lui en demander plus, clairement. Sa bonne défense, elle va rester parce qu'il a un corps qui est taillé pour, hein. Il est costaud, il est agile, etc. Mais à côté de ça, voilà, il faut Après moi, qu'il se limite. tu disais un truc très bien, je trouve, c'est par rapport à son implication aux Pels. C'est vrai qu'en fait, on peut peut-être douter de son niveau à ce niveau-là, enfin par rapport à son implication dans le meilleur des scénarios pour les Clippers. En fait, son implication était nulle aux Pelicans, et puis là, il va retrouver de l'allant avec cette équipe, et dans ce cas, avoir un impact plus positif, parce que c'est vrai que aux Pels, malgré une ligne de stats correcte, en fait, c'est son impact qui était vraiment si ce n'est négatif, qui était à peu près invisible malgré ses stats, et donc du coup d'où les interrogations. Donc après voilà, peut-être que dans ce roster avec plus d'implication, plus de volonté, ça changera. On a aussi, et là je vais te redonner la parole Cam, parce que tu pourras en parler, Justice Winslow, qui est encore une fois un pari, parce que vraiment Justin Winslow, alors là c'est bien pire je pense que Bledsoe, parce que déjà c'est un plus jeune joueur qui est passé par Miami, qui a ensuite été valdagué à droite à gauche avant de terminer la saison dernière à Memphis, hein. On l'a vu à Memphis, il a été blessé très longtemps et son retour a été très 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 compliqué. Alors il donne des garanties notamment défensivement, mais alors il est difficilement positionnable dans un 5 à cause de l'apport négatif qu'il amène en attaque, et je crois que tu peux en parler Cam. Comment c'était sa fin de saison au Grizzlies après sa blessure? Compliqué parce que, comme tu l'as dit, il est transféré contre Iguodala et Jay Crowder. Il arrive blessé, hors de forme. Donc le problème qu'il y a eu, c'est que à ce moment-là, en fait, Memphis passe d'une équipe qui joue la loterie à jouer une place en playoff. Donc en fait, il te faut tous tes joueurs disponibles. Donc en fait, son retour a été plus ou moins rushé. Il a toujours été très bon en défense, ça c'est la constante qu'il y a eu. Après, à l'époque, le coaching staff de Taylor Jenkins n'a pas su lui trouver un rôle. Ils ont voulu en faire un meneur remplaçant. Échec parce que très mauvais sur les sélections de tir et trou noir, quand simplement tu lui passais le ballon, tu le retrouvais pas. Donc ouais, non, compliqué d'en espérer mieux. C'est ce qui a fait qu'après en playoff, ils l'ont sorti de la rotation pour faire rentrer plutôt Desmond Bane, et ça a plutôt bien payé. Après, à côté de ça, voilà, par contre, c'est un joueur qui est parfait pour le small ball des Clippers parce que très fort défenseur. Il défend les 5 postes, hein. Moi, je l'ai vu sur des longues phases défendre Doncic, le lendemain taper Nurkic, etc. C'est joueur fragile, mais physique hyper intéressant. Je trouve que Winslow, c'est un pari intéressant en termes d'identité, ça fit pas trop mal, nous dit Julien. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est un pari intéressant à prendre pour ces Clippers qui, comme on l'a dit, derrière Paul George en l'absence de Kawhi Leonard, etc., pourraient avoir besoin de renforts sur les postes 3-4. Et puis oui, comme tu le dis, en termes d'identité, voilà, défensivement dans un small ball, ça peut être intéressant pour ces Clippers. Alors que Tom Craps arrive dans le chat. Bonjour, à quelle heure débute la vidéo? Je viens d'avoir la notif Twitch. On commence tous les midis vers midi 10 avec le timer, mais si tu as loupé le début et que tu veux le revoir, tu peux bien évidemment nous retrouver sur YouTube. On a toutes les rediffusions le soir même. En tout cas, très heureux de te retrouver dans le chat. Tom Craps, bienvenue, installe-toi. On finit un petit peu sur les Clippers.
Winslow, donc oui, un pari, un bon pari potentiel. Malgré tout, ça reste un pari. Il n'y a pas grand-chose de sûr par rapport à son niveau. Après sa blessure, voilà, comme l'a dit Cam, c'était un point mort un petit peu offensif. Alors après, c'est vrai que tu le disais, il y avait quand même ce problème de rôle à déterminer. Je sais que ça a été un débat autour du joueur. Je sais que en termes de meneurs, il y a beaucoup de personnes à Miami et Hugo de Basket Catéchisme à qui je passe un petit big up. Je sais qu'il pouvait parfois défendre l'aspect, son potentiel en tant que meneur. Ça a été compliqué à Memphis. Après, il revenait de blessure. Est-ce que finalement, avec une pré-saison, avec du repos, avec voilà, un peu de travail cet été, il pourra retrouver un niveau potable en défense qui pourrait faire de lui un 3&D vraiment très intéressant à voir. En attendant, ça fait quand même beaucoup de joueurs qui posent question, en tout cas dans leur constance, dans leur niveau attendu. Voilà, encore une fois, Reggie Jackson, il a été très inconstant dans sa carrière. Va-t-il pouvoir se maintenir à ce niveau-là? Nicolas Batum, super dernière saison. On espère que ça puisse continuer. Mais encore une fois, c'est un joueur qui a toujours brillé par son inconstance avant tout. Ibaka revient de blessure. Bledsoe, pire saison. Winslow, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ça fait beaucoup d'incertitudes, je trouve, pour ce roster qui, bien sûr, a du potentiel hein, et a une identité et a trouvé sa cohésion de groupe. Est-ce que ça suffira pour que tout le monde puisse jouer à son meilleur niveau? À voir. En tout cas, ce sera forcément autour de Paul George que tout ça se fera. Ce sera l'unique baromètre de cette équipe. Forcément, il a été vilipendé, comme j'aime à le dire, à raison après ses sorties pendant la bulle. Et puis son niveau de jeu qui était voilà, très compliqué avec vraiment une cassure mentale pour le joueur. Il était très loin de son niveau d'OKC où il a pu faire une demi-saison Deepoy et presque MVP, hein, on s'en souvient. Et le fit avec Kawhi, pour vous le dire très clairement, pour moi, m'a toujours un petit peu posé question. Je trouve que c'est des joueurs assez similaires et qui utilisent beaucoup le mid-range et donc du coup même si c'est viable parce qu'ils sont élites dans ce domaine en termes d'efficacité avec un petit problème d'inconstance pour Paul George, mais malgré tout ils peuvent vraiment avoir des pourcentages élites dans ce secteur du terrain, donc c'est viable. Malgré tout, je trouve que ça manque d'alternance en fait offensive entre les deux, même si voilà, encore une fois, Kawhi peut pull up très bien, Paul George ça dépend, mais malgré tout, mais je trouve que voilà, Paul George là-dedans ne drivait pas assez. On a vu que avec la blessure de Kawhi, Paul George avait l'air de se libérer beaucoup plus, de prendre beaucoup plus en main les responsabilités, de driver beaucoup plus, d'être beaucoup plus agressif vers le cercle. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ces derniers playoffs. Est-ce que vous pouvez imaginer que ça va être une saison voilà, de libération du potentiel de Paul George? Est-ce que vous imaginez qu'il puisse avoir cet upside-là et qu'il puisse le réaliser tout au cours de la saison? Ou alors vous êtes très méfiant et très voilà, en demi-teinte sur le joueur en ayant encore en tête ce problème mental qu'il a eu pendant la bulle et pendant même un peu avant. Qu'est-ce que vous voyez par rapport au joueur? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer par rapport à lui? Si Jordan, Vas-y, je vais commencer. J'ai été très surpris, comme je disais au tout début de la preview de Paul George pendant les playoffs après la blessure de Kawhi. Il m'a vraiment, comme tu as dit, il allait au panier, il se battait, c'était physique. Tu voyais qu'il voulait pas lâcher le morceau, tu vois, pendant ses playoffs malgré cette blessure. J'ai pris pour l'habitude de me moquer de lui sur le chat QI Basket sur Messenger, dire ce gars après décembre en général il met le pied sur le frein et on a affaire au plus beau des playoff P en playoff en général. Mais bon, l'an dernier, il nous a tous fait taire, je pense. Ouais. Et je pense que ces joueurs-là, autant que pour Batum, parce que on a conclu sur Batum et ces joueurs qui manquent de constance, je pense que la confiance est très très important. Je pense que le contexte aussi, la dynamique, c'est très important. Et tu parlais de la bulle. Et cette bulle, elle a été très très compliquée, je pense, et tu le sais, pour beaucoup de joueurs. Ouais. Et ça a été compliqué pour Paul George, et je pense que ça, c'est derrière lui. Il va capitaliser sur cette bonne fin de saison.
Comme tout le groupe, j'en parlais au début de la preview aussi, et je pense qu'il va faire une très bonne saison, bien sûr, on pourra jamais compenser la blessure de Kawhi Leonard. C'est impossible on en parlait sur la preview des Nuggets, on peut pas compenser la blessure d'un joueur qui score autant, qui est si important pour le collectif. Mais je pense que Paul George, cette année-là, il va faire la différence. Je pense qu'il va s'imposer en tant que leader, comme il l'a fait à OKC. À OKC, je crois que c'était quoi, 27 points par match, Ouais, 8 rebonds, combien de passes? il a une saison à C'était une saison 28. top 3 MVP, Ouais. top 3 MVP, top 3 Deepoy. Il y a qui a fait ça cette saison-là? Franchement, je pense qu'il peut retrouver ce standard-là. Je pense que la saison de l'an dernier et la campagne de playoff qu'il a eu, c'est ce qui lui manquait pour reprendre confiance. Et moi, j'ai aucun doute. Après, je peux me tromper, mais vraiment, j'ai très confiance en lui. Je sais pas ce que Cam en pense, s'il veut prendre la main sur cette question. Paul George. Après, moi, Paul George, sa meilleure version, c'est toujours en fait quand il est dos au mur, j'ai l'impression. Que ce soit Indiana sur la fin, à OKC, quand Westbrook a été blessé, ou là récemment, comme tu l'as dit, quand Kawhi se blesse, en fait, j'ai l'impression qu'il réagit énormément à la confiance, mais au fait justement qu'en fait, quand tu lui mets un effectif 3 étoiles autour, il a tendance à se noyer dans le collectif et à, comme on l'a dit juste avant, à pas prendre ces shoots-là, à pas prendre des drives difficiles, etc. Alors que là, il va pas avoir le choix. S'il fait pas une grosse saison, en fait, son équipe finira pas en playoff. Ouais. Donc complètement, il a besoin de ça. Et parce qu'en fait, c'est un joueur, il a toujours besoin de se prouver lui-même qu'il appartient à ces fameux grands ailiers qui dominent la ligue. À voir. Mais clairement, il y a une grosse saison potentielle chez lui. Et, de toute façon, il n'y a pas le choix en fait, hein. Si t'as pas un Paul George qui met minimum 25 points avec 6-7 passes et quelques rebonds, tu pourras pas être compétitif. Et comme je l'ai dit juste avant, ils n'ont pas le luxe en fait dans leur timeline de s'offrir une saison catastrophe où tu termines 9e ou 10e, quoi. C'est impossible. Clairement, t'as tout à fait raison. Je pense que là, de toute façon, la saison des Clippers, ça reposera sur Paul George. Julien disait est-ce qu'il sera le ball handler de l'équipe cette saison? Franchement, je pense. Hein, Ouais, je suis tu vas d'accord. pas laisser la balle à Jackson ou Bledsoe, même si avoir recruté Bledsoe, ça va beaucoup aider, je pense. En second créateur, quoi. Reggie. Voilà, en Bledsoe. second créateur, je parle. Mais celui qui va avoir la balle, bien sûr, ça va être Paul George. Et je rejoins Camille sur son analyse. Quand il était à OKC et qu'il fait cette saison incroyable où il est, pour moi, vraiment top 3 MVP Deepoy, à côté, il a des seconds couteaux, tu vois. Il a pas des grosses stars à côté de lui et c'est ce qui peut-être fait la différence. Donc, Une saison ouais, je partage. Une saison de la part de Paul George, du coup, à suivre, puisqu'elle déterminera en grande partie la réussite de ces Clippers. On va s'arrêter là pour passer à la suite, messieurs. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter ou qu'on voit d'autres remarques dans le chat. Je voulais passer un petit shout-out à Jordan pour les illustrations et montrer voilà, ce Paul George jusqu'où en couverture. Bien sûr, on ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé quant à la personne qui va porter ces Clippers là ou pas. En tout cas, on est plutôt enthousiaste ici par rapport à ces Clippers, ou en tout cas, on attend de voir cette saison de la part de Paul George, et on imagine quand même le voir reprendre son rôle d'Indiana il y a quelques saisons, ou encore comme tu disais à OKC, même si il y avait Russell Westbrook à côté quand même, hein, tu disais tout à l'heure. Oui. Il y avait personne c'est vrai, autour. mais c'est vrai qu'il y avait Russell. Je le pense. Ce que j'aime beaucoup. Non, je rigole. Non, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit ce que tu penses réellement du joueur derrière et Non, mais après je vais être très très enthousiaste aussi pour cette saison des Clippers. Je vais les regarder plus que d'habitude. D'habitude, je les regarde beaucoup jouer pendant la saison régulière. Là, je vais être encore plus attentif. J'ai hâte, voilà, c'est ma conclusion. J'ai hâte de les voir jouer. Ouais, et pour terminer, même si ta conclusion était parfaite, Jordan, je voudrais quand même dire souligner une très bonne remarque que Julien dans le chat nous fait. Les Clippers ont du matos défensif pour décharger Paul George un peu sur ce registre, et c'est vrai que ça risque d'être quelque chose de très important pour Paul George, qu'il puisse donner toute son énergie ou une grande partie de son énergie en attaque. C'est un très bon point que tu soulignes, Julien. Je suis assez d'accord, et là-dessus on l'a vu, malgré tout, c'est quelque chose des profils qu'ils ont, les Clippers, et sur lesquels ils pourront tabler pour décharger un petit peu leur star. Donc on va s'arrêter là par rapport à ces Clippers.